Un bon 12e de notre existence serait consacré à rêver, et encore ne s'agit-il que de rêves nocturnes. Il nous apparaît, a écrit un essayiste inspiré, comme l'expression la plus secrète et la plus impudique de nous-mêmes, le symbole d'une aventure individuelle, si profondément logée dans l'intimité de la conscience, qu'il échappe à son créateur. Nous privilégierons ici le rêve diurne, qu'il vaut d'ailleurs mieux qualifier de rêve éveillé, voire de rêverie, pour l'unique raison qu'il a davantage inspiré les peintres. Peut-être parce qu'il est, à la jonction de l'âme et de la conscience, le prélude à toute création. Un rêve nocturne pour commencer, mais un rêve éveillé, celui du peintre, qui nous rappelle que l'Orient fut au XIXe siècle le fantasme préféré d'artistes, dont beaucoup ne quittèrent jamais l'Europe. John William Godward fut de ceux-là, se fixant quelque temps en Italie. Son néoclassicisme pompeux et pompéien connut un grand succès en son temps, mais ne survécut pas à l'avènement de l'art moderne et de Picasso. La rêveuse de Greuze est d'abord le rêve de son auteur, qui aimait aligner les allusions grivoises dans sa peinture entre cruches cassées et oiseaux morts. Pas de chance, il fut malheureux en amour. Apollinaire, ça ne s'invente pas, n'avait aucun goût pour la carrière militaire à laquelle on le destinait, mais un penchant pour les arts. L'Académie lui alloua une bourse pour peindre la vie rurale en Biélorussie. On pourrait croire ici à la pochette de disque d'un groupe de musique psychédélique des années 1970. Mais cet illustrateur anglais dénonçait les ravages de l'opium et du laudanum dans la société victorienne. Corot est un peintre étonnant. Peu attiré par l'histoire et encore moins par la politique, l'instauration de la Troisième République en septembre 1870 lui inspira cette toile que l'on peut aisément qualifier d'ovni. C'est en apprenant la mort de Dickens que son ultime illustrateur commença ce tableau où il fait défiler les personnages de l'auteur par les artistes qui l'avaient précédé. Il était inachevé à son propre décès. On ne présente plus la rêverie de Rossetti, œuvre phare du préraphaélisme. Il est admis que le chèvrefeuille que Jane Morris tient dans sa main est une allusion à sa relation secrète avec le peintre. Et rêve, il a vécu ce que vivent les rêves, l'espace d'un instant. Cet élève de Jules Lefebvre a bien retenu la leçon de Malherbe sur l'évanescence des roses, comme il en fait ici la délicate démonstration. Aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce peintre anglo-américain fut le rival et néanmoins ami de John Singer Sargent. S'il n'a pas le génie et la virtuosité de ce dernier, ses portraits féminins valent le coup d'œil. Ce doux symboliste catalan est une sorte de trait d'union inattendu entre un mouvement tenté par la mélancolie et Auguste Renoir, qui est le peintre de la joie de vivre. Il produisit aussi des toiles misérabilistes. Cet artiste américain mort en 1965 trouve ici des accents dignes de Rembrandt. L'éclairage acteur majeur de la scène, le contraste appuyé, le visage marqué par l'expérience et les années, tout y est. Mariée au marchand et mécène d'Édouard Vuillard, Lucie Hessel sera dans le même temps le modèle et la maîtresse du peintre. Chaque toile la représentant est le rêve éveillé d'une félicité domestique inaccessible. Un rêve nocturne encore, pour finir, celui d'un auteur britannique adulé dans le monde entier et d'un peintre suisse qui fit l'essentiel de sa carrière en Angleterre, où il illustra beaucoup l'auteur en question. Le plus fameux rêveur de la peinture m'a toujours évoqué ce vers de Lamartine que l'on peut voir comme une synthèse du romantisme. L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Mais il y a plus émouvant, le rêve vu par les aborigènes. Il y a trop de symboles dans cette peinture pour tous les détailler. Celui-là tout de même, qui évoque le cheminement de l'artiste peintre, le plus silencieux de tous les pourvoyeurs de rêves.